Donc, dans cette réforme de la pensée islamique, je pense qu'il y a eu plusieurs mouvements à travers l'histoire qui ont permis aux musulmans d'avancer dans le temps et de réformer leur mode de pensée et de perception des textes et des références islamiques. Aujourd'hui, cela pose énormément de difficultés parce que malheureusement, ce qui est appelé Oumma théorique, parce qu'elle est tellement divisée qu'on se demande où se trouve la Oumma, a beaucoup d'écoles de pensée et qui, beaucoup d'entre elles s'opposent à toute réforme parce qu'ils ont peur qu'il y ait des influences extérieures. C'est ce que je viens de poser comme question à Félix Marcard. Et je lui ai dit que beaucoup accusent les États-Unis de vouloir changer le Coran, et ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est également des demandes d'hommes politiques en France et ailleurs qui veulent supprimer les sourates sur le djihad. Est-ce que, je sais que votre mission de réforme n'est pas facile, mais comment vous pouvez faire un travail pédagogique pour faire comprendre que l'islam, comme l'a dit Albert Meyer Chennouf Meyer, le papa d'un soldat français tué par Mohamed Merrah, qui dit tous les musulmans, parce que dans l'islam, les gènes de l'islam portent la violence, tous les musulmans sont des nazis islamistes. Article publié hier. يعني يبدو أن هناك مجموعة أسئلة متداخلة. سأترك جزء التعليق ربما على الكلام منذ البداية، وسأقول طبعا نحن علينا كما يقال أن نمضي في الطريق avancer, armés de tous les moyens qui sont à notre disposition. Mais en tous les cas, tout mouvement réformateur n'est jamais dès le départ au niveau de la Oumma. C'est un mouvement qui commence à un niveau plus petit, si vous voulez, pas directement au niveau de la Oumma tout entière. Alors, la réforme islamique doit commencer de l'intérieur de la sphère islamique, en prenant le discours islamique connu, traditionnel que nous connaissons. Nous devons travailler sur ce discours traditionnel et ensuite nous pouvons avancer. C'est-à-dire, il y a de très nombreuses réformes qui ont été avortées dans l'œuf. Pourquoi ? Parce que ces mouvements venaient de l'extérieur de cette sphère islamique, effectivement. Ce ne sont pas des savants musulmans qui les ont pris en charge et ce ne sont pas des savants musulmans, des érudits musulmans qui ont la connaissance du patrimoine et de l'héritage islamique avec ces mécanismes différents. Il faut que ça commence par là et ensuite on peut créer de nouveaux mécanismes. En tous les cas, moi je suis optimiste. Malgré la situation très complexe que connaissent les musulmans aujourd'hui, ces musulmans justement vont se retrouver obligés d'accepter le discours de la réforme. Je pense que c'est au niveau de la jeunesse que cette soif d'un nouveau discours est la plus importante. Un discours qui puisse leur prouver que leur religion leur permet de vivre cette époque, leur permet de vivre leur humanité, de prendre en compte le contexte actuel et de relever les défis de ce contexte actuel. Un islam capable de relier, de créer un lien entre l'ancien et le nouveau, entre l'âme et le corps, entre l'esprit, la raison si vous voulez, et le cœur, entre l'individu et le groupe. Il y a maintenant tout un tas d'autres dualités qui doivent être prises en compte, et notamment le moi et l'autre religieux, l'autre dans tous les sens du terme, pas seulement au sens religieux. C'est le plus grand défi auquel l'islam fait face aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un discours d'un islam qui récuse l'autre, qui déteste l'autre, comme si nous étions un peuple élu. Il y a donc la question de la foi et de la raison. Et c'est une question qui se pose et se repose éternellement. Donc, même si c'est un dossier qui a souvent été ouvert, qui a souvent été traité, il n'a pas encore été vraiment pris en compte comme il le faut. Je pense que nous ne sommes pas parvenus à nos objectifs. Une dernière question, si vous permettez, parce que je sais que vous êtes pressé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui séduisent une partie de la jeunesse musulmane en Europe et qui va jusqu'à les pousser à aller faire ce qu'ils appellent le djihad en Irak, en Syrie,
en Libye et ailleurs dans tous les foyers de tension. Comment convaincre, quel type de discours adresser à ces jeunes pour qu'ils comprennent qu'en vérité ils sont dans l'erreur et que ces groupuscules violents et extrémistes les poussent pas du tout vers le paradis qu'ils leur promettent, mais vers la perte de leur vie et de leurs espoirs et les espoirs de leurs parents. Je crois que nous ne pouvons pas simplement construire un petit discours, un discours tronqué pour faire face à un autre discours tronqué, lent et agressif. Le vrai défi, c'est de cristalliser une générale, comprendre dans son essence. Cette pensée n'existe pas, ou presque. Nous ne sommes les pratiques religieuses et plus du tout dans la pensée religieuse, les finalités ont été oubliées. Je pense qu'il faut cristalliser, recréer cette compréhension globale de l'islam. Ce sera un plan de sauvetage, si vous voulez, pour tous ces jeunes. Et je pense que si nous ne bougeons pas, si nous ne nous activons pas maintenant, et maintenant, ça n'ira pas. J'ajouterais un commentaire par rapport à ça. Je pense que là où Adnan est extrêmement fort et juste, c'est que les réponses qui sont apportées à ce problème de la radicalisation des jeunes et de leur fuite vers l'Irak. En Europe, la réponse souvent qu'on recherche, elle est religieuse. Vous avez parlé tout à l'heure de laïcité quasiment déifiée, etc. On appuie beaucoup sur ce bouton-là, si je puis dire, pour répondre à la radicalisation des jeunes. Or, là où Adnan est à mon avis très fort, c'est que la plupart des réformistes qui ont un discours sur le fondamentalisme sont en fait ont un discours qui n'est pas religieux, qui n'est pas théologique. Or, en réalité, pour contrer le fondamentalisme, il faut du théologique. Merci. Merci à mes deux invités, Adnan Ibrahim et Félix Markar. Merci. Nous avons été ravis de vous recevoir aujourd'hui.